le thème des projets complexes et particulièrement comment réussir ces projets complexes et ambitieux en apprenant à expliquer ses intuitions et par le storytelling. Alors, bonjour à celles et ceux qui sont déjà arrivés. On va attendre quelques secondes avant de démarrer. Bonjour à Anne, à Leïla, à Aude, Valérie. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno, bonjour Christian, bonjour Gaël. Rebonjour Kevin, Ivar, bonjour Magali, bonjour Maryse, bonjour à Nathanaël, Sébastien, bonjour Yann-Éric, ça fait plaisir de se retrouver. Alors, est-ce que vous m'entendez toutes bien? Est-ce que vous m'entendez toutes et tous bien? Si vous pouvez mettre un petit message dans le chat, parfait, super. Et l'image également, si vous voyez bien l'image. Ok, eh ben, c'est parfait. Alors, ça tombe bien que vous ayez commencé à utiliser le chat parce que justement, je voulais commencer par vous mettre à contribution. Donc effectivement, je parlerai de moi juste après et du sujet juste après, mais j'avais quelques questions à vous poser. Je voudrais, si c'est possible, que vous puissiez me dire en quelques mots, d'abord, quel est votre business, votre métier, votre expertise, que vous me disiez quel est votre enjeu numéro un en matière de projet complexe. Alors, pour certaines et certains, on en a déjà échangé, donc j'ai déjà les informations, mais ça peut être utile peut-être pour l'échange avec les autres participants. Et puis, quel est votre obstacle numéro un pour avancer? Et tout ceci, à quelle échéance? Est-ce que c'est quelque chose de plutôt immédiat pour les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années? Et moi, ça va me permettre du coup de rebondir sur vos enjeux personnels de façon plus personnalisée. Je vais tâcher de répondre de façon plus personnalisée. Alors, Dominique, qui ne m'entend pas, donc il y a probablement un problème avec ton son, Dominique, parce que visiblement, tout le monde m'entend bien. Et bienvenue donc du coup à Dominique. J'espère que ça va se résoudre. Il faut peut-être que tu montes le son de ton ordinateur ou de ton téléphone. Alors, première demande, donc Sébastien, manager de projet dans l'industrie pharmaceutique, des projets institutionnels à développer avec des parties prenantes aux intérêts divergents. Oui, alors ça, on va en parler pas mal parce que c'est un sujet qui est très très fréquent. Néanmoins, ce qui est intéressant dans ce genre d'exemple, merci beaucoup Sébastien, c'est que on va voir que les intérêts divergents, ils existent, on va dire, dans énormément de cas, mais que bien souvent, c'est aussi la perception qu'on s'en fait de ces intérêts divergents ou la façon dont on, comment dirais-je, dont on supporte plus ou moins bien ces différences de point de vue ou ces écarts par rapport à notre propre mode de fonctionnement qui peuvent poser souci. En tout cas, merci beaucoup, Sébastien. Voilà, je vais attendre quand même un petit peu qu'il y ait d'autres personnes qui aient eu le temps de renseigner. Et en même temps, bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent. Donc, encore une fois, 3 questions à vous poser. Quel est votre, d'ailleurs, ça fait plutôt 4, mais peu importe. Quel est votre business, votre métier, votre expertise? Quel est votre enjeu numéro un en matière de projet complexe? Quel est votre obstacle numéro un pour avancer? Et à quelle échéance? Voilà, si vous pouvez me mettre ça. Alors, nous n'avons pas de micro. Oui, c'est juste pour savoir. Oui, tout à fait, Maryse, effectivement, il n'y a pas de micro, c'est une interactivité de chat. Alors, effectivement, c'est forcément plus limité, mais quand il y a du monde, c'est quand même plus efficace que ce soit, on va dire, par écrit. Moi, ça me permet de mieux gérer le temps de parole. Voilà. Et ça n'empêche pas l'interactivité, bien entendu. Et au passage, merci Maryse de m'avoir sollicité sur ce sujet parce que peut-être vous voyez ici, là, avec ma souris, le bouton rouge où c'est marqué « Prendre rendez-vous », cliquez ici. Alors, pourquoi je vous en parle tout de suite? Parce que peut-être au cours du webinaire, vous allez avoir envie d'aller un peu plus loin sur votre sujet de façon plus personnalisée. Et donc, bien évidemment,
Le but, c'est à ce moment-là de prendre rendez-vous avec moi. C'est quoi les intérêts? Les bénéfices pour vous, c'est d'avoir un diagnostic un peu plus personnalisé, c'est de savoir aussi par quelles étapes peut-être il va falloir passer pour votre propre projet. Qu'est-ce qu'il y a éventuellement comme frein à votre objectif, à votre propre enjeu, des freins qui peuvent être parfois inconscients. Et puis, donc, par où commencer et surtout, comment vous mettre en action. Donc ça, c'est les intérêts pour vous de prendre un rendez-vous personnalisé. C'est un rendez-vous, bien sûr, gracieux et qui dure 30 minutes et qui est sans engagement. Alors, pendant ce temps-là, donc, Kevin Ivard, effectivement, on a échangé tout à l'heure. Donc, une société de conception d'un type de siège métallique nouveau, développement d'un projet complexe en termes d'adaptation aux atmosphères. Alors, je vais tâcher d'afficher le message dans sa globalité, d'adaptation aux atmosphères d'entreprise, aux différents marchés, sachant que je souhaite développer une structure de développement de marché avec chaque civilisation. Un projet qui arrive dans les prochaines semaines. Oui, donc on a déjà évoqué ça, Kevin, et effectivement, vous, votre grosse innovation, Kevin, au-delà de l'innovation technique, hein, si je puis dire, et peut-être artistique, parce qu'il y a un côté aussi artistique dans la conception de vos sièges, eh bien, c'est une adaptation culturelle très profonde à chacun des marchés étrangers que vous visez. Donc, c'est ça qui me semble tout à fait intéressant. Et du coup, cette complexité-là, c'est comment arriver, si j'ai bien compris, Kevin, à communiquer là-dessus. Comment faire en sorte qu'effectivement vos clients vous reconnaissent comme très bon dans ce domaine-là, dans cette capacité d'adaptation. Donc ça, c'est quelque chose que pas mal de personnes en général m'évoquent, hein, dans les rendez-vous. C'est qu'ils ont effectivement cette capacité, ils ont cette intuition, mais ils ont du mal à communiquer sur cette intuition. Donc on va y revenir, bien évidemment pendant le webinaire. Alors, pour l'instant, j'ai pas d'autres commentaires, pas d'autres, alors Gaël, donc effectivement, champ d'action, stratégie et marketing post-croissance. Enjeu numéro 1, communiquer sur un sujet complexe sans braquer l'auditoire. Obstacle numéro 1, ton certainement, péremptoire parfois, manque de perception de l'écart entre ce qui me semble évident et ce qui ne l'est pas pour les interlocuteurs. Échéance dans les prochaines semaines. Très bien. Merci beaucoup, Gaël. Effectivement, on a évoqué ça et je pense qu'on va en reparler tout à l'heure. Je vais tâcher de préparer des petites informations un peu plus vous concernant. Voilà. Donc, je pense qu'on va en parler. OK. Alors, Laure, donc je préside une association internationale sportive et environnementale. J'ai dirigé une association internationale, j'ai dirigé une agence de publicité entre Lille et Paris pendant plus de 20 ans. D'accord. Les événements internationaux des 3 dernières années nous ont forcés à nous adapter. Oui, effectivement. Donc, le distanciel, la distanciation physique, on s'essouffle un peu, nous devons avancer durant les prochaines semaines, bien sûr. Et donc, du coup, ce que j'entends, en fait, Laure, pour vous, c'est que comment recréer le lien avec vos clients, avec vos partenaires, quand il y a eu cet éloignement, comment redonner envie après ces moments d'essoufflement. Peut-être que ce serait bien éventuellement de me dire si j'ai bien compris. Alors, recruteuse indépendante, il y a beaucoup de messages à la fois, donc je vais tâcher de les prendre les uns après les autres. Alors, OK. Donc, Maryse, recruteuse indépendante, d'accord. Et oui, donc je vois qu'il y a déjà des échanges via le chat. Très bien. Oui, et remotiver les membres de l'asso. D'accord. OK. Merci Laure pour ces précisions. OK. Alors, Leïla, créatrice, je vais y arriver. Où est-ce qu'il est passé ton message, Leïla?
Alors, il y a beaucoup de messages qui arrivent en même temps. Donc, du coup, voilà, merci. Leïla, je prépare le lancement d'un concept store et une structure d'insertion professionnelle par l'activité économique de création artisanale locale. Échéance dans les prochaines semaines. Ouais, et effectivement, pour vous, Leïla, il y a ce côté innovant dans la façon de structurer, dans la façon de mettre en avant, on va dire, les personnes qui sont en insertion et qui sont dans des situations qui sont difficiles, tout en ayant effectivement une vraie valeur ajoutée à votre concept. Maryse, mon expertise pour le recrutement est le domaine de l'IT, mon enjeu et mon organisation, je souhaite me lancer rapidement. Alors peut-être, si c'est possible, Maryse, d'en dire un tout petit peu plus sur votre enjeu d'organisation. Bruno Racine, donc l'expertise de l'Association française pour le développement de l'enseignement technique existe depuis 1902. Et l'enjeu, c'est de répondre aux besoins d'adaptation des compétences pour des filières, des territoires et des entreprises confrontées aux mutations technologiques et à la désindustrialisation de notre pays. Donc oui, effectivement, hein, quand on doit relancer des filières qui ont disparu, c'est toute la complexité de communiquer. Et je me souviens également, Bruno, que vous m'aviez parlé de la difficulté de convaincre, on va dire, tous les partenaires, hein, Dieu sait si vous en avez, des partenaires publics, privés, etc., mettre tout le monde d'accord sur des projets qui sont complexes. Brigitte, et bonjour Brigitte, dirigeante d'une agence événementielle qui marche bien d'ailleurs, je vous la recommande. Organisation, coordination et création d'événements, enjeu, comment développer de l'activité post-Covid. Obstacle pour moi, il est très difficile de se vendre à nouveau. Échéance, mois et années à venir. Oui, donc quelque part se réinventer dans un contexte qui est complètement différent. Redonner envie peut-être aussi au contact physique alors qu'on a été habitué pendant plusieurs mois à ne plus être en contact ou à faire tout à distance, on va dire. Redonner du sens peut-être à tout ça, c'est ce que je comprends. OK. Alors, ce que je vous propose, c'est d'avancer et donc il y aura sans doute d'autres commentaires, d'autres idées à venir. Sébastien, sur mes projets à venir, savoir capter l'attention de partenaires au temps limité. Ah oui, donc effectivement, ça c'est un enjeu évidemment complexe, quand on a peu de temps pour convaincre. Alors, quand on parle de projet complexe, ben d'abord, la première chose, moi j'aime bien définir qu'est-ce que j'entends par projet complexe, qu'est-ce que j'entends par complexité. Quand je parle de complexité, ben moi, je me réfère beaucoup à la définition d'Edgar Morin. Je pense à cette pelote de laine, pelote de fil emmêlé. C'est vraiment l'image d'Edgar Morin, le chantre de la complexité, qui dit, ben, en fait, un projet complexe, c'est un projet où il y a coexistence d'un grand nombre d'éléments techniques, organisationnels, financiers, humains, qui interagissent entre eux et qui ont chacun leurs propres règles du jeu. Et c'est là où se crée la complexité parce qu'on est incapable de prévoir, de prédire à l'avance ce qui va se passer dans ces interactions. Et dans notre société mondialisée et interconnectée, bien évidemment, on est tous confrontés de plus en plus à de la complexité. Alors au passage, je fais une parenthèse pour dire que bien souvent, celles et ceux qui viennent à mes webinaires sont des gens qui ont une conscience de la complexité. Mais, et ça c'est une information importante que je voudrais vous livrer, c'est que si vous avez cette conscience de la complexité, c'est loin d'être le cas d'une grande majorité autour de vous. Et voilà peut-être d'ailleurs un des grands enjeux auxquels vous êtes confrontés dans le fond, c'est pas tant de résoudre la complexité, parce qu'en général, vous savez comment la résoudre, mais votre difficulté, c'est plutôt d'en faire prendre conscience, d'en faire toucher du doigt de cette complexité à une majorité d'autres personnes qui, elles, ne la voient pas forcément. Et ça peut nous sembler assez surprenant, parce que nous, cette complexité, en général, on la voit de façon assez facilement. Alors, en quoi, justement, cette complexité peut nous poser problème ou peut poser problème, on va dire, à nos organisations? Eh bien, c'est que la complexité, elle nous met face, en général, à de nombreux paradoxes. Alors, un premier type de paradoxe, ça va être: est-ce que cette pelote de laine, il faut prendre les fils un par un, la décortiquer en éléments simples, la simplifier, ou est-ce qu'au contraire, justement, il faut s'occuper des interactions qui peuvent exister entre tous les éléments? Ça, c'est un premier type d'antagonisme ou de paradoxe auquel on est confronté. Deuxième paradoxe, est-ce qu'il faut rentrer dans le détail pour voir suffisamment de détails clés, de signaux faibles, ou est-ce qu'au contraire, il faut prendre du recul pour savoir garder le cap? Est-ce qu'il faut être tenace et persévérant
quitte peut-être à être persévérant dans l'erreur, ou est-ce qu'au contraire, il faut savoir être agile et s'adapter en permanence en fonction des événements? Eh bien, la réponse, c'est ni complètement l'un, ni complètement l'autre, bien sûr. Est-ce qu'il faut être dans la rationalité ou dans les émotions? Est-ce qu'il faut être dans l'audace ou est-ce qu'il faut être dans la prudence? Faut-il être dans le temps long de la préparation et de la réflexion ou faut-il être dans le temps court, de l'immédiateté de l'action? Faut-il être, dans une logique, d'équipe, d'intelligence collective ou est-ce qu'il faut au contraire un leader charismatique qui sait où il va? Bon, vous l'avez compris, en fait, résoudre la complexité, c'est vivre avec ces paradoxes. C'est même plus que ça. C'est plus que vivre avec ces paradoxes, c'est savoir les combiner, savoir les faire vivre en même temps. Et je serai amené à y revenir un petit peu après. Alors, en fait, pourquoi je vous parle, moi, de complexité? Bah, en fait, elle m'a toujours passionné, cette complexité. Et je vous propose 3 images. La première que vous voyez à gauche ici, avec effectivement c'est Buzz Aldrin photographié sur la Lune en juillet 69. Pourquoi cette image d'exploration spatiale? Parce que effectivement, l'aventure Apollo, dont j'ai fait mon nom commercial, eh bien, illustre parfaitement, on va dire, cette complexité, cette histoire de projet complexe. Elle est particulièrement emblématique, on la prend encore comme exemple, 54 ans après, dans beaucoup d'histoires, de réussites de projets complexes. Alors la deuxième chose, la deuxième raison qui fait que je me suis spécialisé dans ce sujet, c'est que, eh bien, oui, effectivement, cette image du centre, c'est j'ai une énorme expérience dans ce domaine-là. Alors, j'ai une expérience professionnelle managériale, j'ai 30 ans d'expérience professionnelle managériale, donc dans l'humain. L'humain, c'est, on va dire, par essence, un sujet complexe. Et puis, ça fait 20 ans que j'accompagne des êtres humains en mode coaching, que ce soit coaching individuel, coaching d'équipe, sur des sujets complexes. Et puis enfin, pourquoi cette dernière image? Parce que je voulais, vous illustrer un petit peu, par exemple, qui je suis. Eh bien, j'aime en fait cette combinaison d'antagonisme et je crois que je l'incarne un peu au quotidien. Et pourquoi cet exemple de cercle à 4 couleurs? Parce que ce cercle à 4 couleurs, peut-être certains vous le connaissez, c'est un des nombreux tests de personnalité. Et quand, il m'arrivait par le passé de passer des tests de personnalité, très souvent, ils sont conçus de la même façon avec une question qui vous propose 2 réponses opposées et il faut choisir. Eh bien, dans mon cas, c'était toujours très compliqué de choisir parce que non seulement j'étais pas, plus l'un que l'autre ou plus l'autre que l'un, mais j'étais 200 d'une réponse et 200 de l'autre réponse. Si je prends l'exemple, suis-je plutôt rationnel, suis-je plutôt émotionnel? Je suis 200 rationnel, je suis 200 émotionnel et ça, c'est quelque chose de très difficile à comprendre par la majorité des personnes et c'est quelque chose qui n'a pas de sens pour la majorité des personnes. Voilà ce qui peut créer une difficulté quand vous-même, vous êtes confronté à votre environnement qui ne comprend pas votre propre complexité. Alors, pourquoi les intuitions sont-elles utiles à la réussite des projets complexes? D'abord, une petite introduction sur ce sujet de l'intuition. Comment la définir, l'intuition? Eh bien, quand on regarde le dictionnaire, il nous dit que l'intuition, c'est une forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. Donc il y a 2 informations importantes, il y a l'immédiateté et la déconnexion avec le raisonnement, la rationalité. Et puis, 2e définition, c'est un sentiment ou une conviction qu'on ne peut pas vérifier, de ce qui n'existe pas encore. Donc autrement dit, il y a une forme un peu de prédiction, donc forcément il y a toujours un côté un peu ésotérique à cette histoire d'intuition, même si, et peut-être que certains vous avez lu mes articles à ce sujet, récents sur ma newsletter, j'explique qu'il y a des scientifiques qui se sont penchés sur ce côté rationnel des intuitions. Donc l'intuition, c'est quand même une émanation du cerveau et le cerveau ne fait pas que d'inventer des choses, hein, il fait de la combinaison d'informations. Alors oui, effectivement, les projets complexes, eh bien, ils ont justement cette particularité de nous emmener dans des terrains inconnus, inexplorés, incertains par essence et donc les projets complexes, eh bien, par essence, on ne peut pas les maîtriser ni les contrôler, et où la rationalité et l'esprit cartésien ne suffisent pas dans, la complexité. Et voilà pourquoi l'intuition qui a ce côté quand même un petit peu en parallèle de la rationalité, peut nous éclairer, peut nous apporter dans cette complexité.
Exemple, quand il s'agit de décider, pour une entreprise, d'un virage important à prendre dans, son positionnement marketing ou quand, elle est confrontée à des difficultés croissantes de recrutement ou de fidélisation des talents, eh bien, il n'existe pas de solution toute faite. Par contre, l'intuition, elle a ceci de particulier qu'elle va effectivement nous faire émerger, des croisements d'informations, de signaux faibles qui, à un moment donné, alors en plus ces informations n'ont pas forcément de rapport entre elles, et en plus, ce sont des informations qui peuvent nous venir de façon un peu fugace et rapide, donc d'une certaine façon inconsciente. Eh bien, ce sont ces croisements-là qui peuvent nous éclairer sur les solutions. Alors, si je rentre un peu plus dans le détail, peut-être que certains ont vu mon article récent sur LinkedIn, au sujet de ce jeune ingénieur de la NASA, sans qui probablement la NASA n'aurait jamais réussi son pari. Kennedy n'aurait peut-être jamais réussi son pari de poser, de faire poser, le pied sur la Lune à 2 hommes, en 69 sans cet homme-là, John Houbolt. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, à l'époque où ils ont lancé le pari, ils étaient vraiment dans une technologie hyper basique de l'espace. Ils venaient tout juste d'envoyer un homme dans l'espace, mais ils ne savaient pas du tout comment aller jusque sur la Lune, se poser et revenir. Le problème principal, c'était le lanceur, la fusée. Le problème, c'est que pour s'extraire de la gravité terrestre, il faut énormément de force, de puissance, donc énormément de carburant. Donc en fait, on emporte du carburant surtout pour s'extraire de la Terre, et derrière, il nous reste très peu de masse pour pouvoir aller jusque sur la Lune et revenir. Et donc, comme il y avait cette difficulté d'extraction de l'attractivité terrestre, eh bien, il y avait 2 scénarios à l'époque. L'idée, c'était de concevoir une fusée qui allait sur la Lune et qui revenait. Mais là, ça voulait dire que la fusée qui se poserait sur la Lune serait beaucoup trop grosse, avec des risques très importants au moment de se poser. Et de toute façon, ils n'avaient pas la technologie pour concevoir une fusée de cette taille-là, et avec des moteurs énormes. Enfin, ils ne savaient pas faire. Donc, ils ont eu l'idée de créer une fusée en 2 morceaux, avec 2 vaisseaux. Un vaisseau qui était capable effectivement de s'élever de la Terre et d'y revenir, et puis un autre vaisseau qui irait se poser sur la Lune et qui en repartirait. Et comme sur la Lune, la gravité est moindre, eh bien, les technologies ne sont pas du tout les mêmes et qu'il n'y a pas d'atmosphère en plus. Mais le problème, c'était, avec ces 2 vaisseaux, devait-on faire un scénario 1 avec un rendez-vous entre les 2 vaisseaux en orbite terrestre, ou devait-on faire le rendez-vous en orbite lunaire? Et à cette époque-là, la plupart des cadres de la NASA optaient de façon très intuitive et très naturelle pour un rendez-vous en orbite terrestre, parce que ça leur semblait plus sûr si jamais il y avait un problème technique quelconque au moment du rendez-vous. Sachant qu'il faut se replacer à l'époque, ils n'avaient aucune expérience dans les rendez-vous spatiaux. C'est quelque chose de très complexe. C'est pas comme sur une route où on arrive, on freine et on s'arrête. Ça ne marche pas dans l'espace. Et de façon très paradoxale et très contre-intuitive, eh bien, ce jeune ingénieur, John Houbolt, a dit: «Mais non, je pense qu'il ne faut pas faire le rendez-vous en orbite terrestre, mais en orbite lunaire». Et à cette époque-là, ses arguments étaient justement que la gravité lunaire étant moindre, eh bien, les vaisseaux qui se donneraient rendez-vous en orbite lunaire seraient eux-mêmes plus petits, et du coup, il y aurait toute cette problématique du carburant pour emmener les vaisseaux jusque là-bas qui serait moins importante. Mais le problème, c'est qu'il se heurtait à l'immense majorité de la structure de la NASA. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par rédiger un rapport complet, en étant de façon la plus rationnelle possible, pour expliquer pour quelles raisons il pensait que c'était cette solution-là qui était valable. Et comme ces hiérarchiques non seulement n'ont pas répondu favorablement, mais n'ont même pas lu ces rapports. Et quand il s'est rendu compte que ces rapports n'étaient pas lus, il a écrit un courrier au numéro 2 de la NASA, à l'époque, Robert Siemens, avec un très grand risque pour lui, puisqu'il court-circuitait un grand nombre de niveaux hiérarchiques. Mais c'est seulement comme ça qu'il a obtenu enfin que l'ensemble des cadres de la NASA, y compris Wernher von Braun, le patron, acceptent de regarder son rapport. Et il a fini par réussir à convaincre. Et on peut dire encore une fois que sans cette intuition de John Houbolt, eh bien, quelque part, on sait que alors les observateurs scientifiques de la NASA ont affirmé que jamais le projet n'aurait réussi s'ils n'avaient pas fait ce choix-là. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de toute cette histoire? D'abord, ce n'est pas parce que la majorité se rallie à une cause que c'est forcément cette cause qui est la bonne.
Donc, si vous avez une intuition et que vous pensez que cette intuition est bonne, eh bien, poursuivez-la. Si ce n'est pas parce que le dirigeant le plus haut placé, là en l'occurrence c'était Werner von Braun, est convaincu par cette cause, il était convaincu par la cause du rendez-vous en orbite terrestre, que c'est forcément la bonne cause. Il faut savoir s'opposer à la hiérarchie, s'opposer aux gens qui vous semblent plus puissants. Alors ça me fait penser à une autre image, je vous en parlerai si j'y pense. C'est pas parce que ce même dirigeant a tout réussi jusqu'à présent qu'il a forcément la bonne idée maintenant. Ce n'est pas parce que votre intuition, on va dire, en l'occurrence celle de John Houbolt du rendez-vous en orbite lunaire, est difficile à expliquer que, de façon rationnelle, qu'elle n'est pas pertinente. Alors là, je répète mon idée, ce n'est pas parce que votre idée, votre intuition est difficile à expliquer de façon rationnelle, voire peut-être impossible à expliquer de façon rationnelle, qu'elle n'est pas pertinente. Ça, c'est souvent quelque chose de difficile à accepter quand on est à l'origine de cette intuition. Et enfin, ce n'est pas parce que c'est difficile de convaincre que c'est impossible. Et je vais y venir juste après. Alors moi, il m'arrive assez souvent de rencontrer ce genre de situation où vous avez une personne dans une structure qui s'oppose à une grande majorité de tout le reste. Et c'est souvent très compliqué de s'opposer, on va dire, d'avoir le sentiment de prêcher dans le désert et d'avoir le sentiment d'avoir raison tout seul. Peut-être que c'est votre sentiment à vous tous aussi. Alors, un deuxième exemple dans le domaine de l'automobile. Voilà, moi j'ai travaillé dans l'automobile pendant 10 ans chez PSA Peugeot Citroën, et quand j'ai pris mes fonctions de chef d'atelier des caristes du montage, j'avais sous ma responsabilité 200 caristes, donc qui approvisionnaient les chaînes de montage, donc un rôle clé puisque cette logistique-là, c'était elle qui faisait en sorte que les lignes de montage étaient approvisionnées et qu'elles pouvaient fonctionner. Et très peu de temps après ma prise de fonction, j'étais confronté à une grève assez dure des caristes qui exprimaient en fait leur mécontentement essentiellement sous l'angle du salaire. Et moi, j'avais vraiment cette intuition que ce n'était pas un problème salarial qu'ils exprimaient, mais c'est que c'était autre chose. Et en l'occurrence, quelques semaines auparavant, juste avant ma prise de fonction, avait été décidée une nouvelle organisation. Avant, c'était les caristes qui approvisionnaient les pièces, et c'était d'autres personnes, les passeurs de commandes, qui passaient la commande du nombre de pièces à approvisionner sur l'ordinateur. Et donc, il y avait une forme de séparation un peu qui déresponsabilisait les uns et les autres, et donc ça ne fonctionnait pas bien. Et l'organisation, la hiérarchie a eu cette idée, avant que je n'arrive, de regrouper les deux missions. Ça s'est d'ailleurs plutôt bien passé, c'est-à-dire que les caristes se sont plutôt bien accommodés de la technologie, du système informatique, ils ont réussi à apprendre, à se former, et globalement, ils savaient faire. Sauf que, voilà, moi, le sentiment que j'avais, c'est qu'on n'avait pas suffisamment reconnu, on n'avait pas eu suffisamment de reconnaissance de ce choc quand même culturel qu'ils avaient eu, de cette sortie de leur zone de confort. Et en fait, de leur point de vue, du point de vue des caristes, c'était très compliqué de l'exprimer de cette façon-là. Parce que, comment voulez-vous dire, ben oui, on manque de reconnaissance. Alors, qui plus est, dans un monde très masculin, où on est quand même attaché à des choses très concrètes, très matérielles, donc forcément, ça se traduisait sous l'angle du salaire. Comme en plus, ils avaient peut-être aussi des salaires qui n'étaient pas forcément très élevés, eh bien, souvent, la difficulté, enfin, la douleur vient se positionner sur ce sujet-là. Et moi, j'ai insisté auprès de la DRH en disant, je pense qu'il faut que dans nos groupes de discussion, puisque la DRH avait lancé des groupes de discussion, eh bien, je pense que dans les groupes de discussion, il faut qu'on parle de reconnaître ce chemin psychologique qui n'a pas été si simple pour eux. Et c'est grâce à ça qu'effectivement, alors j'ai l'impression de m'attribuer les honneurs, mais en tout cas, ce que j'ai pu constater, c'est qu'effectivement, c'est en parlant de cette question de reconnaissance, de ce travail-là, de cette découverte de l'outil informatique, d'avoir osé sortir de leur zone de confort et d'avoir réussi, de célébrer quelque part cette réussite, eh bien, était au moins aussi importante que l'augmentation salariale. Alors, comment convaincre de la pertinence de vos intuitions? Alors, quatre idées. D'abord, la première, c'est d'accepter qu'effectivement, eh bien, il y a une dimension non explicable à nos intuitions. Alors, ça peut sembler peut-être un peu difficile, non explicable de façon rationnelle. Alors même que vous êtes persuadé de la pertinence de votre intuition, vous dire que ce n'est pas explicable, c'est quand même un peu
un peu difficile. Il y a quelque chose d'un petit peu antagoniste là encore. Mais, eh bien, encore une fois, il faut savoir accepter cet antagonisme. La deuxième, alors peut-être elle vous surprendra, c'est de travailler sur votre estime de vous. Peut-être que certains connaissent le lieutenant Columbo, et moi j'adore le lieutenant Columbo parce qu'il a beaucoup d'intuition, et il se fie beaucoup à ses intuitions pour poursuivre ses enquêtes. Mais souvent, ça va un peu à l'encontre de tous les avis, de tout le monde autour, etc. Eh bien, d'une certaine façon, il faut être ce lieutenant Columbo, être tenace sur vos intuitions. Et pour ça, ça suppose quand même d'être bien ancré en soi. Or, en général, quand on a des intuitions, qu'est-ce qui se passe? On se sent quand même un petit peu en décalage du reste du monde, parce que c'est pas si fréquent que ça, d'avoir ce genre d'intuition aussi innovante, aussi décalée. Et donc, avoir suffisamment d'estime de soi n'est pas forcément quelque chose de donné à l'avance. Troisième chose quand même, vous basez un peu sur des facteurs rationnels. Quand vous pouvez, je reprends l'exemple de John Bolt, et bien finalement, dans son rapport, il a réussi à trouver quand même des facteurs rationnels, même s'il y avait ce côté contre-intuitif. Et puis enfin, de temps en temps, il faut aussi accepter l'idée de ne pas forcément argumenter. Alors ça peut sembler paradoxal, mais en réalité, quand on argumente sur un sujet qui est très innovant, eh bien parfois, on provoque des réactions inverses de ce qu'on imagine. C'est-à-dire que en réalité, vous allez provoquer ou peut-être aller titiller des peurs, et vous allez renforcer les peurs qui existaient déjà dès le départ. Donc, moi, ma suggestion, c'est parfois de savoir arrêter d'argumenter en disant, bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est plutôt de la tester, cette solution, de la tester, cette intuition. Et puis de vérifier, de pouvoir voir, d'avoir l'occasion de vérifier sa pertinence. Alors, pour enchaîner sur le sujet, je vous ai parlé d'intuition, on va parler de storytelling. Vous avez tous certainement entendu parler de storytelling, cette technique qui consiste à savoir raconter des histoires. Alors, pourquoi le lien avec l'intuition, bien sûr, c'est que quand on a des intuitions, c'est difficile de les raconter, c'est difficile de convaincre. Et le storytelling peut être une vraie solution. Alors, j'observe en même temps vos remarques et vos questions. Peut-être que vous avez déjà posé quelques questions. Sur mes projets à venir, savoir capter l'attention des partenaires au temps limité, ça j'avais vu. Le grand problème est réellement le système libéral qui enseigne à tout le monde de manière uniforme, mais qui laisse les individus démunis face au bon sens. Oui, bien sûr. Donnant que tout le monde est appelé à tout interpréter, tout croire selon son individualité, souvent malgré les ignorances et manque de vertu. Bien sûr. Oui, alors effectivement, merci Laure, c'est le, c'est le 12 avril 61 que Gagarine a fait son premier vol, que l'humanité a fait son premier vol dans l'espace, et d'ailleurs, 20 ans plus tard, c'était le premier vol de la navette spatiale, donc voilà une autre histoire de l'exploration spatiale. Ok. Alors, le dictionnaire de l'Académie française nous donne la définition suivante. Merci, effectivement, de ce complément. Alors, la difficulté, c'est de réussir à convaincre. Eh bien, on va y venir. Alors, pourquoi convaincre avec le storytelling? Parce que, effectivement, le cerveau a tendance à mémoriser plus facilement quand on raconte une histoire avec un début, un développement et une fin. Peut-être que d'ailleurs vous connaissez les dernières publicités à la mode. Eh bien, les dernières publicités à la mode s'appuient beaucoup sur le storytelling, sur le fait de raconter une histoire. Je pense en particulier à celle de ces deux enfants qui ont peur que le Père Noël soit trop gros pour passer dans la cheminée, et qui lui achètent des tas de légumes qui lui mettent au pied de la cheminée en espérant qu'il va maigrir et qu'il sera sûr de pouvoir descendre leur cadeau. Bon, cette histoire, elle est vraiment très touchante, et peu importe la marque, je la citerai certainement pas, mais je trouve que c'est très très marquant. Deuxième raison pour laquelle le storytelling est important, parce que le cerveau a tendance à retenir plus facilement ce qui a du sens pour lui. Or, une histoire, quoi de mieux qu'une histoire pour donner du sens à quelque chose, on va dire, une information. Enfin, parce que l'histoire aussi s'appuie sur la vie de personnes. Alors, ça peut être des personnages réels ou fictifs, mais quoi qu'il en soit, ça nous permet de plus facilement nous identifier dans ces personnages, et du coup, c'est plus facile là aussi de s'approprier cette histoire.
Et puis, en général, par les histoires, on fait passer aussi beaucoup d'émotions. Or, les émotions sont un puissant vecteur de communication, un puissant vecteur pour convaincre, même si, ça nous semble parfois justement irrationnel. Alors pourquoi les émotions, nous aident à convaincre? Parce que, l'étymologie d'émotion, émovere, c'est ce qui fait bouger, ce qui met en mouvement. Voilà. Alors, une petite histoire au sujet du storytelling, et peut-être que certains reconnaîtront cette image extraite du film 12 hommes en colère. Alors 12 hommes en colère, c'est l'histoire d'un film aux États-Unis, d'un jury populaire de 12 hommes qui doit délibérer sur le sort d'un jeune homme qui est accusé, a priori à tort, hein, d'avoir tué son père. Et en fonction de les échanges entre les jurés, eh bien, ils ont le pouvoir soit d'emmener ce jeune homme à la chaise électrique, soit de l'acquitter s'ils estiment qu'il y a au moins un doute valable. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Parmi les 12 jurés, il y en a un qui a vraiment un doute valable, donc du coup, ils ne peuvent pas délibérer, ils doivent délibérer à l'unanimité. Et ce juré, qui est en fait incarné par Henry Fonda, eh bien, finit par convaincre de proche en proche, par tous ses arguments, pratiquement tous les jurés, sauf celui que vous voyez en photo, le juré numéro 3, qui est vraiment définitivement contre tous les arguments et qui systématiquement estime que le jeune homme doit mourir. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'un jour, je devais accompagner un séminaire de direction, un comité de direction d'une PME dans le domaine du bâtiment. Et dans le groupe, eh bien, il y avait deux membres du CODIR qui avaient, on va dire, une forte personnalité. Et ça plaisait beaucoup aux dirigeants parce que lui, il estimait qu'avoir une forte personnalité, c'est une bonne façon de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Mais ça avait quand même des inconvénients, c'est que le premier, enfin, pour les deux, hein, l'un qui était un directeur industriel et l'autre directeur commercial, eh bien, ils avaient beaucoup de mal à communiquer entre eux, à travailler ensemble, donc ils voulaient toujours avoir raison. Alors résultat, ça ne facilitait pas forcément l'intelligence collective, surtout quand on a besoin de bouger. Et puis, ils voulaient surtout jamais montrer leurs émotions. Ils étaient vraiment bloqués par rapport à ça et ça avait justement pour conséquence, de temps en temps, de se traduire par des vagues émotionnelles, des tempêtes émotionnelles. Et donc forcément, ça générait, on va dire, comment dirais-je, ça envenimait durablement, on va dire, l'état d'esprit au sein du CODIR. Alors pourquoi je leur ai montré cet extrait de film? En fait, j'ai prétexté de leur montrer pour justement les aider à être meilleurs pour convaincre. Alors si au passage ça vous intéresse de devenir meilleur pour convaincre, eh bien je vous recommande de regarder ce film. Mais surtout, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en voyant la dernière scène du film, tout à la fin, quand il voit ce jury numéro 3, qu'est-ce qui se passe avec ce jury numéro 3? Eh bien, il fait face en fait à la désapprobation des 11 autres jurés qui sont convaincus de l'innocence, en tout cas du doute valable de l'innocence de ce jeune homme. Et du coup, il le regarde avec désapprobation. Et ce juré, se sentant acculé, eh bien, il finit par sortir de sa poche, un petit peu par erreur d'ailleurs, la photo de lui avec son fils. Et en voyant cette photo avec lui et son fils, il la déchire de rage. Pourquoi il la déchire de rage? Parce qu'en fait, ça le ramène à sa propre histoire avec son fils, où il était en désaccord et il ne se parlait plus depuis des années. Et en fait, il traduisait auprès de ce jeune homme qu'il devait juger toute la haine qu'il avait envers son fils. Et en fait, qu'est-ce que ça a eu comme impact de montrer cette séquence à ces deux membres du CODIR? Eh bien, eux aussi, ça les a fait bouger, cette histoire, sur leurs propres émotions. L'un, parce que finalement, il a reconnu qu'il avait peur, tout simplement, le directeur commercial, il avait des peurs, des craintes liées à la concurrence croissante, et donc il craignait pour son poste. Et puis le deuxième, le directeur industriel, eh bien, lui, en fait, il était proche de l'âge de la retraite. Il avait lui-même des difficultés avec son fils. Il s'opposait beaucoup à son fils. Et en fait, il se rendait compte que ce même phénomène se jouait en miroir dans son histoire au sein du CODIR, puisque les autres membres du CODIR étaient tous beaucoup plus jeunes que lui et avaient tendance à beaucoup plus facilement accepter l'innovation. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est un exemple concret d'histoire et on voit bien que l'histoire en question n'a pas forcément un rapport très très direct avec ce qui se passait, mais ça suffit à faire bouger les choses. Alors, j'avais une autre histoire à vous raconter. Oui, c'est tout simplement ma propre histoire. Eh bien, en fait, pourquoi je vous parle de mon propre ciblage, de mon positionnement marketing? Parce que quand j'ai créé mon activité il y a une dizaine d'années, tout le monde me disait il faut avoir une cible
et un positionnement marketing. Et moi, dans mon esprit, dans mon intuition, je sentais qu'il fallait que j'en ai plusieurs. Et notamment deux, une sur l'accompagnement des projets complexes et une deuxième sur l'accompagnement individuel des personnes qu'on appelle les HPI, les hauts potentiels intellectuels, les multipotentiels, les zèbres, peu importe. Et en fait, c'est la mise en concret de mon idée qui m'a prouvé à quel point c'était important que je suive mon intuition, parce qu'effectivement, la plupart des HPI sont attirés par cette question des projets complexes et en même temps, quand j'accompagne des dirigeants et des managers sur les projets complexes, la solution vient du fait d'identifier au sein de leur équipe des gens qui ont eu une coloration HPI et qui leur permet justement d'appréhender cette complexité. Et on voit bien à quel point les deux sujets se nourrissent entre eux et que si je n'avais pas eu, s'ils n'avaient pas suivi mon intuition, probablement je n'aurais pas réussi dans mon développement. Donc, quelque part, pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous raconte ma propre histoire et je voudrais vraiment vous inviter vous-même à utiliser vos propres histoires, y compris des fois des histoires d'échecs, parce que ce sont parfois ces histoires d'échecs qui sont les plus marquantes. Un petit peu à l'image justement de ce jury numéro 3 qui était vraiment dans une forme un peu de reconnaissance d'échec de sa relation à son fils. Alors, je vais en arriver à la conclusion. Comment développer vos capacités en storytelling? Eh bien, je dirais 3 choses ou 4 choses. D'abord, alors, en fait, je ne vais pas forcément vous donner des outils ou des techniques. Je vais plutôt vous dire que, bien souvent, je rencontre beaucoup, y compris dans mes webinaires, et peut-être que vous en faites partie, de personnes qui ont cette capacité naturelle à avoir, à raconter des histoires. Mais que souvent, ils n'osent pas raconter ces histoires ou ils pensent qu'ils n'ont pas la capacité à raconter ces histoires. Alors, je voudrais plutôt vous dire, c'est quoi les caractéristiques qui permettent de raconter des bonnes histoires? D'abord, souvent, ce que j'ai constaté, c'est d'avoir une pensée en arborescence. C'est quelque chose d'utile. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est ce qui permet justement de suivre le fil d'une idée, d'être capable de s'en éloigner, mais sans jamais se perdre. La deuxième chose, par rapport à cette pensée en arborescence, c'est que justement, ça permet d'aller chercher des tas d'idées et c'est ça qui donne, on va dire, ce côté extrêmement nourri et fleuri aux histoires. La deuxième qualité pour pouvoir raconter de bonnes histoires, eh bien, c'est d'avoir une forte empathie et sensibilité émotionnelle. Vous l'avez bien remarqué dans mes histoires à moi, j'essaye d'utiliser beaucoup les émotions, mais c'est aussi parce que si vous savez utiliser vos propres émotions, eh bien, vous pouvez vraiment capter l'attention du public. Et puis, il s'agit aussi d'avoir, on va dire, une forte créativité et l'esprit d'aventure. Pourquoi l'esprit d'aventure? Parce que souvent, quand on a l'esprit d'aventure, eh bien, on aime bien retenir, vivre des aventures et on est plus facilement à même de raconter nos propres aventures et les aventures des autres. Et cette créativité, bien sûr, c'est ce qui permet d'enrober les histoires. Alors, du coup, pourquoi c'est compliqué de faire du storytelling? Eh bien, parce que vous le constatez, ces qualités-là, ce n'est pas forcément des qualités, on va dire, qui s'apprennent facilement. La pensée arborescente, la sensibilité sont plutôt des choses globalement innées. L'esprit d'aventure un peu aussi. Bien sûr, on peut travailler son empathie, on peut travailler son intelligence émotionnelle, on peut travailler sa créativité. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, globalement, ce que je suggère, c'est plutôt de faire appel en interne ou autour de vous à des personnes qui sont particulièrement douées à raconter des histoires, ou si c'est vous-même, à ce moment-là, et que vous sentez que vous avez des difficultés pour cela, eh bien peut-être c'est de vous faire accompagner là-dessus. C'est de savoir comment oser, comment raconter vos propres histoires. Et ça s'apprend. Alors, on va en revenir à vos questions. Je vais tâcher d'aller au bout du chat. Comment parler à ceux qui ont plongé dans leurs individualités au lieu d'être attachés à la réalité? Il y a une difficulté, donc c'est Kevin, je crois. Comment parler à ceux qui ont plongé dans leurs individualités au lieu d'être attachés à la réalité? Il y a une difficulté de communication entre la noblesse et les communs. Oui, alors, je ne suis pas sûr de savoir répondre précisément à votre question, Kevin. En attendant de pouvoir réfléchir peut-être si vous pouvez préciser de façon plus concrète votre question, Kevin. Est-ce qu'il y a d'autres questions en lien? Alors, pendant ce temps-là,
Je regarde parce que dans les personnes... Oui, Dominique. Dominique est présente aujourd'hui. Je repense à notre échange et en fait, pour moi, ma part, ce qui m'est vraiment venu dans notre échange avec toi, c'est que mon intuition, c'est de savoir comment faire pour t'imposer dans un monde qui est un monde plutôt masculin et plutôt au fort caractère. Comment seras-tu plus à l'aise pour t'imposer? Quelles conditions faudrait-il pour pouvoir, entre guillemets, t'imposer? Parce qu'effectivement, c'est peut-être pas dans ton caractère de t'imposer, mais il faut se poser la question, il faut peut-être te poser la question des conditions pour te permettre de t'imposer, pour te permettre d'oser parler de tes intuitions, de tes sentiments, de ce que tu ressens dans l'organisation. Peut-être que d'ailleurs, c'est en prenant conscience que si tu ne le fais pas, eh bien, c'est ta société, d'une façon globale, qui risque gros si jamais elle n'entend pas tes bonnes idées. Voilà. Et peut-être qu'une piste à laquelle je pense comme ça, c'est de chercher des appuis auprès de ta hiérarchie. Il y en a forcément au moins un. Et peut-être que tu n'oses pas aller chercher cet appui-là. Souvent, quand on est quelqu'un qui a, on va dire, une certaine capacité, comme je pense que c'est ton cas, Dominique, eh bien, on n'ose pas forcément demander de l'aide. C'est pas forcément si facile que ça. Alors, à qui je pense d'autres qui étaient présents aujourd'hui? Leïla, oui. Alors, Leïla, moi, ce qui m'a frappé dans l'échange avec vous, c'est votre empathie. Vous êtes très fortement en empathie avec les artisans qui galèrent, mais d'une certaine façon, vous vous oubliez vous-même. Vous aussi, vous galérez. Alors, comment est-ce que vous pouvez peut-être prendre conscience qu'il faut aussi savoir vous occuper de vous-même? À quel point vous estimez mériter, vous aussi, d'être aidé. Et ça rejoint d'une certaine façon la remarque pour Dominique. Alors, je ne vois pas forcément de questions. Peut-être que n'hésitez pas hein, à poser vos questions par rapport à ce que j'ai pu évoquer, parce qu'on arrive au terme de ce webinaire. Il est 13h45, donc j'ai pratiquement plus de temps. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Alors, à qui d'autre je pensais? Gaël, oui. Gaël, clairement, vous êtes une avant-gardiste. Hein. Même si ce n'est pas forcément votre point de vue. C'est-à-dire que de votre point de vue, vous semblez normal, mais vous êtes avant-gardiste. Et vous vous adressez donc à des clients qui sont capables d'accepter des projets avant-gardistes. Et donc, du coup, c'est comment prendre le temps de les accompagner, ces clients, pour ne pas les brusquer, y compris dans le discours commercial. Et même si le projet évolue, peut-être que comment faire pour parler de ce qui est stable. Parce qu'effectivement, d'ailleurs, on se tutoie, Gaël, hein, pardon, mais tu m'as évoqué le fait que ton projet évolue beaucoup. Eh bien, peut-être qu'il y a une partie quand même qui est stable, et c'est là-dessus aussi que tu peux peut-être t'appuyer. Et ce côté négatif, d'arrogance, alors moi, pour ma part, j'aurais tendance à dire qu'il faut peut-être déjà commencer par prendre conscience de cette différence pour pouvoir mieux comprendre comment on est perçu par les autres. Et à ce moment-là, il y aura peut-être moins cette perception d'arrogance que j'ai entendue aussi d'autres personnes, hein, me semble-t-il. Alors, peut-être si vous pouvez aussi, en même temps que vous me posez vos questions, me faire part de vos retours sur tout ce que j'ai pu évoquer. Ça m'enrichira, ça me permettra d'être peut-être plus complet. Ok, Sébastien, merci pour cet exposé qui laisse entrevoir des perspectives. Très bien. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? On va prendre encore 1 ou 2 minutes et puis clôturer juste après parce que malheureusement, on n'a plus le temps pour aller trop loin. Bon, très bien. Merci beaucoup. Visiblement, j'ai été clair. Alors, Maryse qui me dit... Ah bah, décidément, je ne sais pas pourquoi le chat me ramène toujours au même endroit. Donc, j'ai beaucoup de mal à le lire. OK.
Convaincre, c'est aussi faire partager des intérêts communs. Bien sûr, oui, oui, bien sûr. Mais ceci dit, Bruno, certains n'ont pas cette conscience des intérêts communs. Alors, j'essaye de retrouver le message de Maryse. Merci pour cette présentation qui rejoint plusieurs concepts entendus. Parfait. Pourrons-nous avoir les noms des personnes présentes? Alors, je n'ai pas pour habitude de communiquer sur la liste des présents, mais si en revanche vous avez échangé avec certaines personnes, certains prénoms, écoutez, je vous propose de me mettre un petit message par mail. Voilà. Vous avez, alors je vous rappelle de nouveau la possibilité de prendre rendez-vous ici avec moi. Et les intérêts, bien évidemment, c'est que la meilleure boîte à outils ne vaut rien sans un bon expert et ne comprend pas votre spécificité. Donc, l'idée du rendez-vous, c'est vraiment d'aller un peu plus loin dans votre spécificité, de répondre à vos attentes de façon plus détaillée et d'avoir un plan d'action vraiment personnalisé. Voilà, vous aboutissez à ce planning. Alors là, c'était le mois de septembre 2022, mais bien évidemment, j'ai des disponibilités plus actuelles. Voilà. Et la prochaine masterclass sur les projets complexes, ce sera le mercredi 10 mai et ce sera sur comment réussir vos projets complexes en combinant esprit d'aventure et prudence. Voilà, je rejette un œil au chat à nouveau. Oui, ce n'est pas toujours évident de demander de l'aide, effectivement. Un grand merci, très bien. Eh bien, écoutez, encore une fois, n'hésitez pas à approfondir ici avec moi. Voilà, je rejette un dernier œil au chat avant de refermer ce webinaire. Parfait, bon, visiblement, j'ai répondu aux attentes et tant mieux. Ok, eh bien, écoutez, je vois qu'il y a beaucoup de commentaires, d'échanges entre vous, tant mieux si ça a été riche également de ce côté-là. Voilà, je vous souhaite une très belle après-midi, très bonne journée, continuation de semaine, et puis je vous dis peut-être à bientôt pour certaines et certains. Merci beaucoup, au revoir.